Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Travailler à la RATP ne vous a pas empêché de devenir une locomotive. Vous avez mené une carrière sans jamais mettre quoi que ce soit sur les rails, paradoxalement. Vous le racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Didier Wampas. Bonjour. Alors c'est vrai que votre livre Punk ouvrier chez Harper & Collins raconte votre parcours. Ça va servir de lien à nos clés d'une vie d'aujourd'hui, car vous avez eu une vie à la fois entre la RATP et les punks et le groupe Les Wampas qui est resté célèbre. Ouais. Donc, on va évoquer cette vie à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie. Et la première date que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais elle évoque une chanson clé qui a été créée à l'Olympia le 23 novembre 1971. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura. Mike Brandt qui chante Qui saura. C'est une chanson qui était au festival de la chanson italienne à San Remo l'année précédente, créé par Ricci et Poveri. Richard Anthony a essayé de l'apprendre et c'est finalement Mike Brandt qui a réussi à la chanter. Et je crois que cette chanson vous a marqué. Oui, c'est ma première émotion musicale. C'est la première fois qu'une chanson me touche vraiment. Avant, j'entendais de la musique à la radio, mais ça ne me faisait pas grand-chose. Et ce jour-là, j'avais 10 ans et tout d'un coup, voilà, j'ai été submergé d'émotions. Et pourquoi? Et je ne sais pas pourquoi, ça s'explique pas. Ben, la chanson déjà est magnifique, la voix de Mike Brandt, la chanson, tout est... Encore aujourd'hui, ça me donne les poils chaque fois que je l'entends. Et je crois que vos deux premiers disques que vous avez eus, Didier Wampas, dans votre vie, c'est Laisse-moi tenir ta main par Claude François, mais aussi celle-ci. Tout là-haut, plus haut que les oiseaux, un astre brille dans... Telstar par Colette de Réal. Telstar, c'était le premier satellite de télécommunication, voilà. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, Colette de Réal, elle a été chanteuse, mais elle a fini sa vie à Monaco, comme journaliste, à la Tribune de Monaco, où elle était très amie avec Grace Kelly. Ah oui, d'accord. Voilà. Je ne savais pas. Et pour cette chanson, parce que bon, une génération la connaît, vous la connaissez aussi. Oui. Et comment ça se fait? C'est venu comme ça? J'adore. La version originale, c'est produit par Joe Amy, qui est un producteur anglais que j'adore. C'est le Spector anglais, qui est au moins aussi fou que Spector, et j'adore la version originale. Et là, celle-là, donc, c'est celle-là que j'ai découvert en premier. Mais voilà, par Charlie Level, d'ailleurs. C'était même pas par Colette de Réal, c'était par Charlie Level. Exactement. Un grand oublié de la chanson. Comme beaucoup d'autres, hélas. Beaucoup d'autres. Alors ça se passait à Colombes, où vous avez passé les premières années de votre vie. Voilà, j'ai grandi à Colombes, à côté du stade. Juste à côté. Ouais. Avec une. J'avais jeté pot de fleurs un jour de France-Angleterre. J'avais jeté pot de fleurs par le balcon. Ah bon? J'ai tué personne, heureusement. Et comme ça, vous avez eu envie de jeter. Je me souviens pas pourquoi, mais ma mère m'a raconté. Vous étiez tout petit à cette époque-là? Oui, j'avais 2 ans. Ah oui, ça va. Ah. Alors, votre mère, elle est bretonne, je crois. Oui. Elle a parlé breton avant de parler français. Oui, elle était de Spézet, voilà, au plein milieu de la Bretagne. Où vous passiez vos vacances? Où je passais toutes mes vacances. Ma grand-mère parlait pas français non plus. Elle parlait 2-3 mots de français avec nous, mais elle parlait que breton. Ma mère a appris le breton à l'école. Oui. Et dans votre livre, vous dites qu'elle avait un côté bécassine. Elle est venue comme bonne à Paris, donc oui. C'est pas une légende, quoi, les petites bretonnes qui viennent faire bonne chez un docteur à Paris. Voilà, mais à l'époque, en plus, le quartier de Montparnasse, tous les Bretons débarquaient à Paris pour faire des crêpes. C'est pour ça que le quartier de Montparnasse, il y a des crêperies partout. Il y a partout, il y a des Bretons partout. Alors, il se trouve aussi que votre père, lui, était ouvrier à l'usine, je crois. Il travaillait chez Renault quand j'étais petit, oui. Et c'est vrai que Billancourt, pas loin d'ici. Pas loin de Sud Radio. Voilà. Et il se trouve aussi que votre grand bonheur, c'était de regarder Georges Marchais à la télévision avec lui. C'est vrai, c'était Aujourd'hui, j'ai essayé de re-regarder Georges Marchais. Il était vraiment de mauvaise foi, mais ça me rendait très, très, très heureux, petit, de le voir à la télé. Ça vous faisait rire? Ça me faisait rire, et j'étais content comme tout de le voir résister aux autres médias, être de mauvaise foi. « El Kabash, taisez-vous ». Il l'a jamais dit, d'ailleurs, cette phrase. Non, il l'a jamais dit. Non, c'est le Luron, je crois. Mais le Luron et Pierre Douglas qui l'ont dit. Mais c'est resté dans l'histoire. Voilà. Aussi, c'est un scandale qu'il n'a jamais dit non plus. Mais c'est ça, la belle histoire. Ouais. Et je crois que le dimanche, Didier Wampas... Je l'ai croisé un jour à la fête de l'Humadeur, excusez-moi. Et vous avez parlé? Il a dit mes parents lui ont dit bonjour, plein de respect, évidemment. Oui. Et vous, il était très grand, je me souviens. Très grand, oui. Très, très grand. Et très drôle aussi en même temps, parce que c'était du second degré. Alors je crois que le dimanche, il y avait un vendeur de l'Humanité qui venait justement vous proposer le journal. L'Huma Dimanche se vendait au porte-à-porte, et c'est le Parti communiste, donc ils en profitaient pour faire un peu de propagande en même temps que vendre l'Huma Dimanche, et ils vendaient Pif aussi. Pif que vous adoriez. Voilà. D'ailleurs, Pif Gadget, je crois que l'origine du nom
des Wampas. C'est un pseudonyme, Didier Wampas, d'abord. Oui, d'ailleurs, on dit Vampas, excusez-moi. Ouais. Comme wagon. Comme wagon, oui. Voilà. Ah oui. Et en plus, je crois que ça vient de Rahan. Ça vient de Rahan, qui était une bande dessinée qui était dans Pif. Oui. Et qui racontait l'histoire de Rahan, un homme de la préhistoire, qui a tout inventé d'ailleurs. Oui. Ouais, je crois que c'est Le Cureux qui avait écrit le scénario. Son fils a pris la relève et ça a duré pendant 30 ans, de 69 à 99. Oui, il y a eu plein d'aventures de Rahan, donc plusieurs avec les Vampas et les hommes Vampas. Et donc, le nom est venu naturellement. Voilà. Alors, il se trouve que, justement, la lecture, c'est ce qui vous a motivé dans votre enfance. Vous étiez assez enfermé chez vous. Vous ne sortiez pas beaucoup. J'avais pas beaucoup de copains, j'étais pas trop bien dans ma peau, j'aimais pas jouer au foot. J'étais pas vraiment harcelé, mais pas à limite à l'école. Ouais. Et je me suis réfugié dans la lecture dès que j'ai eu 6 ans. J'ai appris à lire et j'ai lu tout de suite. Je commençais par Oui, puis voilà. Et après, il y a eu Tintin. Le Club des 5, oui. Bob Moran. Bob Moran, vous avez tout lu. Oui. Vous savez qu'au départ, La Vallée infernale était un one-shot, comme on dit aujourd'hui. Henri Verne l'écrit, et il part au bout du monde, et il reçoit un télégramme, son éditeur le cherchait partout parce que c'était un succès. Il devait en faire un, il en a fait 200. Ah oui, j'ai tout lu. Moi, j'étais fan de Bob Moran. C'est mon héros, Bob Moran. Ah bon? Oui. Vous auriez pu faire la chanson à Bob Moran avec un C'est moi qui aurais pu la faire, mais bon. Je l'ai laissé à Nicolas. Oui, mais d'ailleurs, vous êtes assez copains avec lui. Vous avez fait des Oui, on se parle lui. moins, mais il y a eu une période où on a fait des concerts ensemble. Et... Voilà. Alors, il y a aussi Harry Dixon et Jean Ray qui ont compté pour vous. Oui, beaucoup. Pourquoi? Après Bob Moran, un jour, j'allais à la bibliothèque tout le temps, et je suis tombé sur un Jean Ray, et là, j'ai découvert un peu le fantastique. Mais Jean Ray, ça vous intéressait? Ah oui, j'adorais. Je les ai tous lus aussi. Toute cette ambiance un peu fantastique dans l'Angleterre du fin 19e, non, j'adorais. Voilà. Et Jean Ray, d'ailleurs, était un aventurier au départ. On l'appelait Tiger Jack. Il avait 3 cicatrices dans le dos parce qu'il avait reçu 3 balles dans le dos. Et en 1925, il arrête de mener une vie où il passait de bordel en bordel pour dresser les filles. Et il s'est mis à l'écriture et ça a été un immense succès. Oui, et moi, ça m'a appris un peu le fantastique, la science-fiction. Je suis rentré comme ça. Oui, et ça vous a aidé dans l'écriture de vos chansons? Peut-être. Alors, il y a eu, après Colombe, je crois qu'il y a eu Villeneuve-la-Garenne. Oui. C'est beaucoup moins joyeux. Ah oui, où je suis resté pendant, je sais même pas, 30 ans, 20 ans à Villeneuve, oui. Villeneuve-la-Garenne, c'était une cité dortoir où il y avait vraiment rien. C'était des champs, des terrains vagues, et ils ont mis des HLM au milieu. Il n'y avait même pas vraiment de centre-ville, il n'y avait vraiment rien. Et oui, il y avait des terrains vagues et des trous d'eau dans les anciennes carrières. Oui. Et voilà. Mais il fallait et un jour, Claude François est venu en face de chez moi, et là, ils ont mis du sable pour combler le terrain vague pour pouvoir mettre le chapiteau. Donc, grâce à Claude François, on a pu avoir un terrain vague amélioré. Et vous avez vu Claude François sur scène? Non, hélas. Mes parents n'avaient pas assez d'argent puis ils n'aimaient pas trop à l'époque, donc j'ai jamais vu. Je l'ai entendu de chez moi, mais... C'est tout. Alors, les études, c'est au collège Gallieni. Oui. Alors, ce qui est curieux, j'ai regardé sur Facebook, les anciens du collège Gallieni sont tous partis loin de Paris. Ils ont tous quitté la région. J'ai regardé. Tous les gens qui ont grandi à Villeneuve sont partis. Oui. Toutes ces banlieues-là, quand j'étais petit, c'était des familles avec des enfants, des familles françaises normales. Et petit à petit, comme toutes ces banlieues, il y a eu un bouleversement sociologique. Et moi, je suis parti dès que j'ai pu, évidemment. Voilà. J'ai pas envie d'y rester dans cette banlieue où il n'y a rien. Non, alors en plus, l'école, vous faisiez rien. Jusqu'en 6e, ça a marché. Oui. Et après, ça a été beaucoup plus dur, Didier Wampas. Je comprends. Je ne m'explique pas pourquoi. J'étais un très bon élève. Et arrivé en 6e, je suis devenu un cancre. Mais je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain. Comme ça. Le système, je sais pas, la 6e, je n'ai pas accroché du tout. Et j'avais une maîtresse en français qui me forçait à tenir bien mon crayon. J'ai jamais su tenir mon crayon et ça m'a traumatisé. Et j'ai plus rien fait. Et vos parents étaient inquiets, je suppose? Un peu, mais pas... J'étais pas un mauvais garçon non plus, donc voilà, j'ai redoublé ma 3e, difficilement. Enfin, voilà, j'étais un peu un cancre. Voilà. Et ensuite, je crois que vous êtes allé dans un lycée technique à Gennevilliers. Oui, ça c'était un peu l'horreur. Ah bon? Pourquoi? C'était pas bien du tout. Ça s'appelait T, je crois. On faisait du tourneur-fraiseur, des choses comme ça, et l'ambiance était vraiment pas bien. C'était l'ambiance lycée... technique de banlieue, comme on peut l'imaginer, avec la violence, parce qu'en plus à Gennevilliers, c'était vraiment l'horreur. Et heureusement, après, en première, je suis parti à Clichy, à l'ENREA, l'école nationale de radioélectricité appliquée. C'est un beau nom, mais c'était un truc un peu abandonné, où il y avait un billard,
et je me suis épanoui là-bas. Voilà. Et je crois que dans ces moments-là, c'est le rock'n'roll qui vous a sauvé, que vous avez découvert, je crois, à travers David Bowie, Queen au départ. Les Clash, non, Ouais. les Clash. Oui, David Bowie, les Clash, déjà, un jour, j'ai vu Clash à la télé, et là, j'avais 15 ans, et là, ça a été la révélation. Et Pink Floyd aussi, Ah non. avec la pub Genie. Ah oui, ça, j'étais plus petit, c'était rigolo, Pink Floyd, mais je n'étais pas fan de Pink Floyd. Non, Ça, non. c'était bien avant, oui. La pub Genie, un son étrange venu d'ailleurs, avec Oui. Pink Floyd. Ouais. Qui a fait scandale parce qu'en fait, ils ont accepté la pub par leur manager sans savoir ce que c'était. Ah oui. Et ils ont dû s'excuser ensuite. Et ils ont donné tout l'argent à des œuvres. Ah, c'est déjà bien. Alors là aussi, vous aimiez déjà la chanson, vous découpiez les paroles des chansons. Oui, et dès que après avoir découvert Mike Brandt, je suis devenu fan de chansons françaises. Oui. Mes parents écoutaient France Inter, et moi je les ai forcés à écouter Europe 1. Oui. Pour écouter le Hit Parade tous les soirs, Jean-Loup Lafont. Et j'ai fait ma culture musicale grâce au Hit Parade. Et j'achetais Podium, tout ça, je découpais les paroles, je collais dans un cahier. J'étais fan de musique. Et puis Elvis Presley vous a marqué aussi. Bah après, j'ai découvert le rock'n'roll, parce que de temps en temps, il y avait Johnny qui reprenait les chansons d'Elvis ou d'Eddie Cochran. Et là, j'ai découvert le rock'n'roll. Et il y avait les Roubettes, des choses comme ça. Et j'ai préféré le rock'n'roll. Voilà. Et ça vous a mené à d'autres dates, notamment le 14 juillet 1981. A tout de suite sur Sud Radio avec Didier Wampas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Didier Wampas pour ce livre Punk ouvrier chez HarperCollins, car vous êtes punk à travers vos chansons. On va en parler. On a évoqué vos débuts difficiles, effectivement votre amour de la chanson française. Et j'ai trouvé une date, le 14 juillet 1981, près du lac d'Anguin. Voilà. Vous faites la rencontre de votre vie. Bah oui, parce qu'avant au lycée, j'ai rencontré déjà un copain, Francis, qui était batteur. Et on était deux. Déjà, c'est le bonheur, quoi. Parce qu'avant, j'étais tout seul en banlieue. Personne n'écoutait la même musique que moi. Et déjà, quand on est deux, ça change tout. Et après, on a rencontré deux autres punks sur le lac d'Anguin, le 14 juillet. Et là, on s'est dit, on est quatre, on va faire un groupe. Voilà. Mais les punks, c'était pas courant à l'époque. Ah non, c'est pour ça. On n'était vraiment pas beaucoup. Et puis, c'était un peu dangereux en banlieue à l'époque. Pourquoi ? Dès qu'on avait un badge, on se faisait courir après. Carrément. Je me souviens, moi, je descendais à la gare de Saint-Denis. Il fallait que je traverse l'île Saint-Denis à pied pour rentrer chez moi. Il fallait courir vite parce qu'il y avait toujours des mecs qui zonaient à la gare et qui, dès qu'ils voyaient un mec un peu avec un blouson ou un badge, ils lui couraient après. Pour voler le badge et le blouson. Et se faire taper aussi, des fois. Bien sûr. Alors, au départ, le groupe, le premier nom, c'était Gros Dégueulasse. Ah oui, on a failli. Bon, ça a duré une soirée, c'est tout. Heureusement, on n'a pas gardé le nom. J'en ai fait une chanson d'ailleurs qui raconte qu'est-ce qui aurait pu arriver si on avait gardé le nom Gros Dégueulasse. Et Mais pourquoi, heureusement, non. pourquoi justement Bon, ça venait de Rézières, évidemment. Bien sûr, un personnage qui a existé, d'ailleurs, il s'était inspiré d'un personnage réel, Oui. et ça a été à Harakiri, le grand succès au départ de Rézère à Voilà, Harakiri. Gros Dégueulasse. On avait un copain qui était un peu, un peu genre Gros Dégueulasse, donc voilà. Voilà. Mais ça a duré qu'une soirée, heureusement. Et pourquoi vous êtes appelé Didier Wampas, justement? Au début du groupe, on s'appelait tous Vampas, comme les Ramones, qui était mon groupe préféré. Ils s'appelaient tous Joey Ramone, Johnny Ramone. On s'appelait tous Vampas. Et après, il y a eu plein de départs dans le groupe, et il n'y a plus que moi qui suis resté du début. Donc, il n'y a que moi qui ai gardé le nom Vampas. Et vous auriez pu vous appeler Didier Exhibition and Windows Display. Voilà, ça aurait été un peu plus compliqué. C'est quoi, c'est le nom? Voilà, on a failli, c'est pareil, ça a duré une journée. Ça, c'est venu comme ça. On a failli avoir une chanteuse à un moment, ça a duré 2 jours, c'est pareil. Et c'est elle qui a choisi le nom. Mais voilà, finalement, c'est moi qui ai chanté, parce que je suis le plus mauvais. Je sais jouer de rien, donc je me suis retrouvé chanteur. Exactement. Et c'était assez rare, les groupes punk à l'époque en France. Ouais, mais on commençait un petit peu dans les banlieues, il y avait des gens comme ça qui formaient des groupes. Ça a commencé au début des années 80, il y a plein de gens qui ont formé des groupes. Oui, mais c'était vraiment des petits groupes pour, Ah oui. pour des petits auditoires. Ah, on sortait des 45 tours à 1000 exemplaires, on jouait dans des petits bars ou des squats, il n'y avait pas de scène, non. Non, et vous n'étiez pas toujours bien vu. Et Non plus. par les Ouais. autorités officielles en C'est même pas qu'on particulier. était bien vu, on n'existait pas. Voilà, exactement. Ce qui n'était pas plus mal. Alors, ce qui vous a marqué et ce qui a marqué votre style, c'est les années 60, je crois. Et il y a une série qui vous a fasciné et je crois que c'est aussi à l'origine de votre musique. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy Vous êtes fan de Happy Days? Ah oui, je me souviens, j'étais en Bretagne un été, et tout d'un coup, il y a eu cette série à la télé, et là, j'ai halluciné. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que je voudrais vivre ça. Et Fonzie, c'est devenu mon idole. Henry Winkler, il s'appelait. Voilà. Alors, il se trouve que Fonzarelli. voilà, on le voit à moto Oui. dans la série. Or, il détestait la moto. Ah. Il est très mauvais. Il a fait une scène en moto. Il s'est cassé la figure et il n'a jamais ensuite remonté sur une moto. Ah, pauvre Fonzie. Mais j'étais un grand fan de Fonzie, voilà. Oui, ça
ça a forgé un peu mon éducation musicale. Ouais. Oui, et puis ça vous a donné l'idée, au départ, avec les Wampas, de trouver un style, d'adapter les morceaux des années 60 à votre style. C'était un peu l'idée, oui, parce qu'il y avait des groupes comme les Cramps qui reprenaient du rockabilly américain en le jouant un peu plus punk. Oui. Et moi, j'adorais la musique des années 60 et je voulais faire un peu pareil, faire du yéyé punk, comme on appelait ça. C'est-à-dire comment on adapte du yéyé en punk? On l'adapte pas, mais on est influencé par les deux. Voilà, moi j'étais très influencé par tout ça et puis on le faisait beaucoup plus sale et beaucoup plus punk et voilà. Voilà. Et les chats sauvages, les vautours, tout ça, Voilà, c'était vos idoles. Voilà, des vautours, c'est vrai. Et je crois que votre premier concert des Wampas, c'est à la Fête de la musique, en Voilà. 83. Oui, dans le 13e, Oui. au Square Bobillot, qui n'existe plus. Enfin, il a changé de nom, je l'ai cherché, je n'ai pas retrouvé. Alors. Vous vous souvenez de cette Fête de la musique? C'était dur. Le premier concert, c'est dur parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. On n'avait pas beaucoup de chansons. On devait avoir une dizaine de chansons. Puis on se retrouve dans un square. Il n'y a même pas de scène. Une vague sono où on n'entend rien. C'est très, très dur. Mais finalement, le public est là et vous applaudit quand même. Oui, parce que c'était la scène parisienne était toute petite. On devait être une cinquantaine. À Paris, à traîner un peu partout. Et tout le monde était là. Donc on a eu un public dès le début. Oui, c'était en plus la deuxième Fête de la musique. Oui. Et un événement auquel personne ne croyait à l'époque. Ah non. Alors, il se trouve que vous, sur scène, vous ne savez pas vous tenir. Vous ne savez pas tenir un micro. Ça a été un problème au départ. Ah, c'était dur au début qu'on est chanteur. Qu'on n'a pas de guitare. On ne sait pas trop comment se tenir sur scène. Non. Puis petit à petit, ça vient, mais il faut apprendre. Et au départ, c'était un peu n'importe quoi. C'était très dur au début. Le premier concert, c'était très très dur. Et d'ailleurs, sur scène, plusieurs fois, vous avez fait absolument n'importe quoi, Didier Wampas, Ah, mais mais- volontairement. Tous les soirs, j'essaye. Non, mais j'essaye vraiment. Ben, j'ai tellement pas envie de faire un show à l'américaine bien réglé. Et c'est tout le contraire de ce que j'ai envie de faire. Donc j'essaie vraiment que ça dérape tous les soirs. Et ça C'est dérape. là où ça devient bien. Oui, Et le public adore. oui. Bon, je le fais participer. Voilà. Je passe la moitié du concert dans le public, le public sur scène. Voilà, j'essaye. J'ai pas envie que ce soit moi et le public. J'essaye de faire participer le public. Mais il faut des dons d'improvisation et un instinct pour justement improviser à chaque fois. Ben, un instant, ça s'apprend. C'est aussi du métier, quoi. Voilà. À force, au bout de ces centaines et des centaines de concerts, on finit par savoir un peu. Voilà. Parmi vos premières chansons, il y en a une que vous avez interprétée à la Fête de l'Humanité en 1983. Deuxième concert. On n'est pas loin du rock'n'roll, là, les années Ouais, 60. j'essaie de chanter comme Ouais. chanteur de vautour, Oui. comme Vic Lawrence, c'était mon idole à l'époque. Voilà. C'est la seule chanson dont j'ai pas écrit les paroles, c'est le batteur Francis Oui. qui a écrit les paroles. Et c'est à la Fête de l'Humanité, ça a surpris? Non, il y avait des copains, on jouait avec les Cafards, des groupes comme ça. C'était au stand de Villetaneuse, je me souviens. Villetaneuse, qui était la maison de disques Vogue, était là, l'usine était Ah là. oui, c'est vrai, j'ai enregistré là-bas, ils ont les studios longtemps encore. Oui. Ils les ont toujours, je crois, à Villetaneuse, les studios. Alors, ce qui est étonnant avec vous, Didier Wampas, c'est qu'au départ, la célébrité ne vous intéresse absolument pas. Bah, je viens vraiment d'un milieu où, comme je disais tout à l'heure, on a fait des 45 tours à 1000 exemplaires. Et pour moi, ça n'existait pas, la célébrité. Célébrité, c'était faire un petit groupe et de jouer dans des bars devant les copains. Et la réussite de ma vie, comme je dis toujours, c'est mon premier 45 tours. Le jour où je suis rentré chez moi dans mon train de banlieue avec le 45 tours et que j'existais enfin, c'est ça ma réussite. Depuis, c'est que du bonheur, mais je n'ai pas d'autre envie de réussite que ça. Voilà. Et l'univers des punks dans lequel vous avez plongé, bon, je me suis un peu renseigné, je crois que le punk français a émergé en 1976, c'était inspiré par Iggy Pop en particulier. Oui, il y a eu une première vague fin 70 et une deuxième dans les années 80 qui était plus prolétaire. Voilà. Les premiers punks, c'était plus des intellos, des fils de bourgeois de Paris. Oui. Et la deuxième scène, avec les Bérus, tout ça, c'est plus des gens de banlieue comme moi. Et c'est pas la même chose. Non, et alors en plus, pour le public français, les punks, au départ, c'est Plastique Bertrand. C'est vrai, mais respect à Plastique Bertrand. Hein. La chanson est très très bien. Voilà, et ça a marché de façon Ça a étonnante. marché, Et forcément. ça vous a ouvert à voix aussi, ça a aidé à Pas du connaître tout, les non. Au contraire, non, je pense qu'il a fait beaucoup de mal au punk français. En vrai, Plastique Bertrand. Quand Plastique est arrivé, les groupes, qu'est-ce que tu veux... Non, ça a fait beaucoup de mal, je pense, à la première génération. On appelle ça d'ailleurs aussi le rock alternatif. Oui, ça c'est notre génération à nous, avec les Berruriers Noirs, le Mano Negra, tout ça, on appelait ça le rock alternatif. C'est Oui, venu comme ça. oui puisqu'on était alternatif, on était vraiment à côté des gros médias, à côté des maisons de disques, à côté de tout, quoi. On a vraiment tout fait tout seul. Voilà. Et dans un quartier très particulier, je crois que le centre de gravité des punks, c'était la gare Saint-Lazare.
Gare Saint-Lazare, et puis Nuit Rose aussi, une boutique de disques qui était dans le 5e, où on se réunissait. Mais la gare Saint-Lazare, c'est drôle parce que Colette de Réal a chanté la gare Saint-Lazare. Ah. Vous voyez. Et c'est vrai que la gare Saint-Lazare, bon, c'était un monde un peu dissolu. On sniffait de la colle. Bon, c'était un peu par hasard, parce que voilà, il y en a qui habitaient en banlieue, qui prenaient le train, donc le métro, on se retrouvait à Saint-Lazare. Voilà. Pas très longtemps, mais on sniffait un peu de la colle, mais pas longtemps. Ouais, et vous alliez aussi. Heureusement. Heureusement, oui. Sinon, vous ne seriez plus là Non. aujourd'hui. Vous alliez dans les bars et je crois que régulièrement, vous faisiez jeter. Bah, de partout, oui. Pourquoi? Bah, quand tu as une dizaine de punks un peu rigolards, les gens n'aiment pas trop. Enfin, un peu de bruit, on dérange les clients. Et voilà. Donc les bières, vous les buviez dans la rue. Voilà. Et là, ça faisait peur aux passants, non? Ça avait peur en passant. Mais bon, on était gentils quand même. Alors, il y avait deux bandes. Il y avait les punks du Luxembourg et les punks des Halles. C'était très différent. Oui, c'était les skins des Halles d'ailleurs. Les skinheads qui sont mal tournés, qui ont mal tourné après. Mais oui, ils étaient plus violents. Les skinheads, qui avaient le crâne rasé et qui étaient assez violents. Et vous, vous étiez des gens sympas? Moi, je faisais partie des gentils. Non, mais j'ai toujours détesté la violence. Moi, je suis parti de banlieue. En partie à cause de ça, cette violence, je déteste ça, moi. J'ai jamais pu taper quelqu'un, me battre. Mettre mon poing sur le nez de quelqu'un, j'ai du mal à imaginer. Non, c'est pas mon truc du tout. Non, Donc, et surtout, ce qui n'est pas votre truc du tout, c'est l'alcool et la drogue. ça n'a pas duré longtemps. J'ai bu un peu des bières comme tout le monde au début, mais j'ai très vite arrêté. Ça tourne en rond, c'est pas mon truc. Et puis d'ailleurs, tous ceux qui ont pris de la drogue, ben, ils sont plus là aujourd'hui. La plupart, oui, sont morts. Je ne parle même pas de la drogue, mais Ouais. même l'alcool, non. Puis je me suis mis à travailler, je faisais les 3-8 à la RATP, je répétais, je faisais des concerts, après j'ai eu des enfants. À bout d'un moment, je ne peux pas tenir sinon. Ben, vous avez tenu et on va continuer à parler de votre parcours à travers la date du 15 septembre 1987. A tout de suite sur Sud Radio avec Didier Wampas. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 septembre 87? On va bientôt savoir. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Didier Wampas, le livre Punk ouvrier chez Harper & Collins, on en parle tout au long de l'émission et on en parlera un petit peu plus longtemps tout à l'heure. Alors, dans les dates importantes de votre carrière, j'ai trouvé le 15 septembre 1987, votre première télé avec cette chanson. Une émission qui s'appelle Décibel et qui passe sur France 3, présentée par Jean-Loup Jeanner, et c'est votre première télé. C'était à Rennes, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, je m'en souviens. Et j'ai encore la vidéo Voilà. de cette télé. Et Chalala, surtout, ça fait penser aussi à Claude François qui a fait La Ferme du Bonheur, Chalala, Tilili. C'est vrai, voilà. C'est assez inconscient, mais tout ça, c'est en moi et ça ressort de temps en temps. Oui, Il a fallu des années pour faire de la télé. Vous avez comme- c'était pas un but en soi. Non? Non, encore aujourd'hui, c'est pas un but de passer à la télé. Oui, mais en même temps, c'est bien qu'on vous entende et que... Bah oui et non, je m'en fous un peu en vrai. Ouais. C'est vrai, hein, les gens ont du mal à croire, mais je m'en fous vraiment. Que les gens écoutent, il y a plus de gens qui écoutent ma musique, plus de gens qui achètent mes disques, je m'en fous complètement. Ce qui compte, Je c'est suis de le déjà faire. largement heureux avec aujourd'hui, où j'en suis aujourd'hui. J'aurais pas pensé y arriver un jour, donc Voilà. plus non. Donc c'est du bonus à chaque fois. Ah oui, non, passer à la télé. Alors, Didier Wampas, je crois que le premier album s'appelait Tutti Frutti, ça n'a rien à voir avec la chanson d'Little Richard. Ben, il s'appelait pas Tutti Frutti, c'était le nom de la maison de disques. Voilà. Et il n'a pas de nom en vrai, mais vu qu'il y a marqué Wampas Tutti Frutti, il a pris ce nom-là. Alors, et ça a marché aussi. Oui, il a bien marché ce disque dès le début. Ouais. Mais à la limite, les chiffres vous intéressaient pas. Pas du tout. Mais toujours pas aujourd'hui. Ça s'est pas arrangé. Ah, non. Vous ne savez pas combien de disques vous avez vendus. J'ai aucune idée, non. Et vous viviez très bien sans ça. Ah oui, mieux d'ailleurs, bien mieux. Alors, vos premiers concerts, c'était dans des squats à l'époque. Oui. Ça se passait comment? C'était quoi les squats? Les squats, c'était des anciennes, souvent des entrepôts, usines désaffectées, la plupart vers Ménilmontant et Belleville. Il y en avait pas mal par là. Des gens qu'on appelait les autonomes, enfin bon, plus ou moins, qui avaient ouvert des squats, des usines abandonnées. Ils vivaient là, ils montaient des petites salles de concert et on jouait là-bas. Ouais. Et comment venait le public puisqu'il n'y avait pas de promo? Oh, bah, c'était par bouche à oreille, on savait. C'était un tout petit monde, comme j'avais tout à l'heure. Un petit monde à Paris. Tout le monde se connaissait, et tout le monde savait quand il y avait un concert le samedi ou le On venait. dimanche. Et c'était la folie dans ces cas-là. C'était très très bien, en effet, oui. Parce que je crois que c'était délirant. On commençait, on ne savait pas quand on allait finir. Ah oui, ça, oui, c'était... Oui. Ça finit tard parfois? Des fois, le CRS arrivait, des fois, c'était pas toujours... On savait pas comment ça allait finir, surtout. Mais ça finissait. Oui, il y en a eu à Montreuil, ça s'est terminé par la police qui charge pendant qu'on était sur scène. Pourquoi?
Pas parce que c'était interdit, c'est un lieu interdit, on faisait du bruit, il y en a 2 ou 3 qui ont dû casser les canettes dehors et les CRS sont arrivés. Et ça a fini C'était en drôle. Ça a fini Il y en avait des prison. bons souvenirs. Ouais, ça a fini en prison dans ces cas-là ou non? Moi non, mais il y en a qui se sont retrouvés sur l'autoroute du Nord. Ils relâchaient les gens sur l'autoroute du Nord sans leurs papiers comme ça sur les arrêts d'autoroute. Ah oui, c'est une autre C'était époque. rigolo. Ah oui. Alors, il se trouve aussi qu'ils avaient créé une association pour que tout ça se régule un peu, l'association qui s'appelait Paris Baroque. Oui. Et c'est 2 amis à moi, qui étaient plus ou moins notre manager, Rascal et Ronan. Et ils ont trouvé un bar Robeux à Ménilmontant, qui s'appelait chez Jimmy. Et puis dans l'arrière-salle, ils ont commencé à programmer des concerts le dimanche après-midi. Et ça a duré plusieurs années, et tout le monde jouait là, et c'est devenu le centre de la musique alternative parisienne. Voilà. Et de France d'ailleurs, des groupes qui venaient de partout. Oui. Mais c'était réservé, encore une fois, à un public limité. Ah bah oui, c'était l'arrière-salle d'un bar Robeux, donc oui, c'était tout. Il y avait 100 personnes. Et Ouais, encore, quand même. Et encore, fallait serrer. Il s'appelle le Gambetta, je crois, aujourd'hui. Maintenant, oui. Et le Jimmy, en plus, on pense à Régine, qui avait monté sa première discothèque. Le Jimmy's, à Montparnasse, ça n'avait rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir, mais... Et d'ailleurs, Régine, vous avez chanté avec elle? Oui, j'ai chanté plusieurs fois avec Régine. D'ailleurs, à la Flèche d'Or, à côté de chez Jimmy, Oui. une fois. C'était une grande dame, vraiment, vraiment. Je l'ai rencontrée 2-3 fois. J'ai fait un disque de reprise avec elle. Mais comment c'est venu cette complicité avec Régine? Bah, j'ai remplacé un chanteur anglais, je ne sais plus qui n'a pas pu être là, et on m'a pris pour remplacer ce chanteur anglais au dernier moment. C'était au mois d'août, et j'étais dispo, donc j'ai remplacé. Oui, mais quand on vous imagine avec Régine qui a sa clientèle huppée dans ses discothèques, Oui. c'est quand même 2 mondes très différents. Ouais, mais elle est très bien rentrée là-dedans. Et un jour, comme je raconte dans le livre, on a joué avec les producteurs de porc, ce qui était le groupe de Groland. Et elle faisait une chanson avec eux. Elle est venue faire la balance l'après-midi. Elle a pris un hôtel, elle a pris un coiffeur. Elle s'est fait décolorer une crête pour faire une chanson avec les producteurs de porc. Je dis Régine, une grande dame. Oui. Et d'ailleurs, vous avez chanté la Grande Zoa aussi. Oui, la Grande Zoa avec Régine, même sur scène. Au Casino de Paris, on a fait la Grande Zoa avec Régine. Et ça devait être assez étonnant. Oui, surtout qu'elle arrivait à la balance et les autres derrière, les musiciens jouaient un peu moins fort. Oui. Et elle s'est retournée en disant « Oh là là, c'est mou derrière !» La Grande Zoa, elle l'a créée à Bobino. Elle avait un vrai boa autour du cou qui Ah avait ouais. été dressé spécialement. Alors, il y a J'ai eu... joué dans sa boîte de nuit pour la sortie du disque aussi. Oui, Non, non, c'est la seule fois où vous êtes allé dans la boîte de nuit. c'est vrai, j'avoue. Alors, ensuite, vous commencez à écrire des textes. Vous êtes mis à écrire. C'était pas le cas au début. Bah si, à part le premier morceau, c'est moi qui ai tout écrit, mais au départ, je fais pas de la musique pour ça. Je fais de la musique parce que j'aimais le rock'n'roll en anglais, et je comprenais rien et ça m'allait très bien. Oui. Mais après, on se retrouve chanteur et vu que j'étais assez mauvais en anglais, je pouvais pas chanter en anglais. Il fallait chanter en français et écrire des paroles. Et au début, je dis merde, qu'est-ce que je vais faire? Puis petit à petit, on s'y met et Voilà. on y prend plaisir. D'ailleurs, dans le livre, il y a beaucoup de paroles de chansons qui sont Oui, j'y reprises. tenais, oui. Je tenais à ce que ce soit plus l'histoire de la musique et des chansons que ma vie personnelle. Oui, mais enfin, vos chansons sont liées à votre vie Eh, personnelle. voilà, mais un peu des deux. Alors, il se trouve que les chansons, vous les avez toujours écrites à la dernière minute, dit Wampas. Pratiquement tout le temps, oui. C'est-à-dire? Bah, en studio, j'arrive en studio et j'écris les paroles en studio. J'ai pas envie de... J'ai l'impression de mentir aux gens si je reprends mon texte. Je veux que tout soit vrai et du premier jet et rock'n'roll, voilà. Comme j'imaginais que c'était à 15 ans, le Voilà. rock'n'roll. On y va, on prend une guitare, on fait le morceau, on écrit les paroles le dernier moment, on l'enregistre et voilà. Et vous écriviez sur la musique ou la musique venait ensuite? Non, la musique d'abord. Voilà. Tout le temps, la musique d'abord. Et puis c'était prêt et ça. J'ai plein de musique dans mon téléphone et plein de musique, mais j'ai pas de paroles. Ouais, bah, peut-être un jour, non? Je sais pas. On verra. Je suis pas sûr. En tout cas, je crois que ces chansons, quelquefois vous parliez de vous à la 3e personne. Oui, comme des chansons comme Didier Vampas. Didier Vampas, non, il n'a pas peur des skinheads grecs ou non. Oui, je parle de moi, 3e personne, mais c'est un peu du second degré parce que de toute façon, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a des gens qui aiment les Vampas, qui viennent nous voir sur scène et qui nous regardent plus normalement. Parce qu'on est un chanteur et qui te regarde comme une espèce d'idole et c'est bizarre parce que c'est pas du tout le but et c'est pas moi c'est un peu bizarre au début donc je préfère prendre ça comme un jeu et jouer la rockstar sur scène en parlant de moi à 3e personne en sachant que c'est faux. Oui. Je trouve ça plus sain. Et Que de faire semblant, on est tous pareils. Non, ça marche pas. C'est honnête de votre part et c'est rare en plus. Voilà, je préfère faire ça. C'est plus sain. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que pour moi, chaque titre d'album aurait pu être un slogan publicitaire. Les Wampas vous aiment, les Wampas sont la preuve que Dieu existe. C'est venu comment tout ça?
Dieu existe, c'est vrai, c'est que j'allais à la maison de disques, il y avait une librairie anarchiste devant, avec un livre qui s'appelait l'épreuve de la non-existence de Dieu. Et pour moi, non, pour moi, les Wampas, c'est la preuve que Dieu existe. Si moi, j'existe, si je fais tout ça, alors que un petit môme de banlieue, mal dans sa peau, tout seul, avec son copain, arrive à faire des disques, des concerts, des centaines de concerts, à jouer devant plein de gens dans le monde, dans la France entière. Un petit peu à l'étranger, mais bon, c'est bien qu'il y a quelque chose. Voilà. Pour moi, c'est la preuve que Dieu existe. Voilà. Et puis, mon Dieu à moi, en tout cas. Voilà. Si vous croyez en Dieu, en tout cas, Dieu croit en vous, sinon il ne vous serait pas arrivé autant de choses. Exactement. Alors, dans les albums, il y a des chansons étonnantes, et il y a une chanson qui est devenue un clip avec une inconnue qui a débuté dans cette chanson. Petite fille, je voudrais passer ma vie avec toi. Petite fille, je voudrais passer ma vie dans tes bras. Et cette petite fille de 15 ans, c'était... Marion Cotillard. Comment elle s'est retrouvée dans ce clip? Eh ben, je ne sais pas. Je crois que son père travaillait dans le cinéma, donc voilà, elle se retrouve comme ça. Je ne sais pas comment. Exactement. C'est pas moi qui l'ai fait venir dans le clip, mais on ne savait pas qui c'était, évidemment, à l'époque. C'est bien après qu'on s'est rendu compte que c'était Marion Cotillard, son premier rôle. Oui, c'était... Et vous l'avez revue ensuite ou jamais? Oui, je l'ai revue, oui, elle se rappelait. Je l'ai revue une fois, oui. Et ce qui est drôle, c'est que je vais l'embrasser dans la dernière scène, Oui. mais ça a été coupé parce qu'il n'y avait plus le temps de tourner, voilà. Il était trop tard. Vaut peut-être mieux avec MeToo aujourd'hui, sinon... 15 ans, ça aurait 15 été... ans, c'était un peu jeune, voilà. C'était tourné dans un château en plus. Oui, je ne sais plus où c'était. En banlieue parisienne. Banlieue parisienne, Ouais. mais je ne sais plus où. Donc voilà. Alors, Marion Cotillard, bien sûr, c'est Piaf, le rôle qui lui a donné un Oscar. Mais il y a aussi un album, justement, dans lequel vous chantez Piaf. J'ai dansé avec l'amour, j'ai fait des tours et des tours, ça fut un soir. C'est une chanson de Piaf revue et corrigée Voilà. par les Wampas. Pas très connu, mais... C'est une chanson d'un film, Montmartre-sur-Seine, D'accord. qu'elle a tourné en 1941 pendant la guerre, avec Paul Meurice, avec lequel elle vivait. C'est une série de sketchs dans ce film. D'accord. Et en fait, Paul Meurice, ça se passait moyennement parce que, en général, il l'enfermait chez elle pour qu'elle ne boive pas en son absence. Ah oui. Donc, il fermait la porte à clé. Mais ils habitaient au rez-de-chaussée. Donc, elle ouvrait la fenêtre et elle allait au bar d'à côté. Ah, bravo. Et Piaf, ça vous a fasciné? Bah, je voulais reprendre une chanson de Fréhel. Moi, je voulais reprendre le Goéland. Oui. Et finalement, le gros François, qui a sorti gros François de Boucherie, a refusé. Il voulait pas. Voilà, Pourquoi? je sais pas pourquoi. Bah, au début, ça devait être une compile de reprises de Piaf, Damia et Fréhel. Et puis finalement, il voulait plus de Fréhel. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai pas pu reprendre le Goéland. C'était des que rock- j'adore. Oui, et Piaf et Fréhel, c'était des rockeuses avant la lettre, Voilà. finalement. Mais un jour, je reprendrai le Goéland. Je suis sûr. Alors, vos chansons, justement, comme celles de Piaf ou de Fréhel, sont provocatrices, mais volontairement et résolument. Oui et non. Je sais pas vraiment de provoquer. J'essaye de ne pas me prendre au sérieux et de pas rentrer dans un moule quel qu'il soit, en tout cas. Oui, et surtout, vous ne voulez pas d'un rock and roll aseptisé. Non, bah non, j'ai pas envie de... J'ai pas non plus envie de faire que des chansons qui choquent les gens, soi-disant, qui vont pas m'écouter. Il y a plein de gens qui font des chansons comme ça, soi-disant provocatrices, mais comme le public qui les écoute est d'accord avec eux, ça devient inutile. Moi, je préfère faire des chansons qui choquent les punks plutôt que choquer les bourgeois, qui ne nous écoutent pas, de toute façon. De toute façon, oui. Voilà. Vous avez un large public avec les ouvriers. Sauf avec Chirac en prison, où je savais qu'on allait avoir un petit peu accès aux médias, Ouais. comme Manu Chao. Je me suis dit, bon, autant en profiter de l'accès aux médias pour foutre un peu le bordel. Voilà, bah ça, on va en parler du bordel tout à l'heure. Mais vous dites aussi que l'art n'est pas fait pour plaire, mais pour choquer ou déranger les gens dans ce livre. Ben, normalement, oui. Normalement, l'art, quand tu fais une chanson ou un tableau, c'est pas pour que les gens disent « Oh, c'est beau !» C'est pour que les gens soient un petit peu choqués et réfléchissent un peu, et voilà. Et que ça leur donne envie de réfléchir, voilà. Bah, ce qui est étonnant, c'est qu'un jour, vous avez demandé au public de vous envoyer de la boue. Oui, c'était un festival en Bretagne. Il y avait plein de boue et je me suis mis comme ça, devant 30 000 personnes, je pense. Et je me suis mis au bout de l'avancée, torse nu, les bras en croix. Allez-y, jetez-moi de la boue. Pourquoi? Je sais pas. Et on vous a jeté de la boue peu Ah partout. oui, il y en avait plein la scène. Les pompiers sont venus nettoyer la scène. Après, à la lance d'incendie, on avait, je sais pas combien, Mais c'est 30 cm de boue sur scène. Vous étiez content. C'est resté. Ah oui. Même, sauf qu'il y avait un peu de cailloux dans la boue aussi, donc j'avais le dos dans un état après. Mais bon. Vous savez, à l'Alcazar de Marseille, on jetait des tomates Voilà. aux chanteurs qui ne plaisaient pas. Et un jour, il y a un chanteur qui reçoit des tomates et sa femme est en coulisses en train de tricoter. On dit, madame, votre mari reçoit des tomates, ça vous gêne pas? Oh, elle fait ça, c'est rien. Hier à Montpellier, ils me l'ont battu.
Non, mais j'aimais bien, j'aime bien faire qu'il se passe quelque chose, voilà, et que les gens s'en souviennent toute leur vie. Et là, je pense que ceux qui étaient là s'en souviennent. Voilà. Et nous, on va se souvenir de votre parcours à travers ce livre qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 13 novembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Didier Wampas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Didier Wampas. On a évoqué votre parcours depuis le début. Tout ça dans un livre qui est sorti le 13 novembre 2024 qui s'appelle Punk Ouvrier. Et Punk Ouvrier, c'est aussi le titre de l'une de vos chansons. Ouvrier, 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 je suis punk ouvrier. Ça vous correspond parfaitement. Ah oui. Et pourquoi ce titre et pourquoi ce livre? Bah, punk ouvrier, c'est vrai que je me sentais un peu comme les prêtres ouvriers. J'allais travailler, comme tout le monde, je faisais les 3-8. J'avais pas d'avantage particulier. J'étais vraiment comme tout le monde, faire les 3-8. Mais à côté, j'avais une vie totalement différente. Donc je travaillais, c'était un peu comme les prêtres ouvriers. Voilà. Et finalement, si vous faites ce livre aujourd'hui, c'est parce que vous êtes le dernier gardien du temple. Oh non, c'est parce que j'avais pas envie de le faire. C'est la maison d'édition qui m'a appelé un jour. J'étais, j'ai pas trop envie de raconter ma vie, ça m'intéresse pas. Et en discutant, finalement, j'ai accepté parce qu'on parlait plus des chansons que de ma vie. Oui, mais enfin, dans votre vie, il s'est passé des choses étonnantes qui sont dans ce livre. Oui, finalement, je suis content. Voilà. J'avoue. Voilà. Alors, on parle aussi de votre travail parce que vous avez commencé par travailler à l'usine. Oui, j'ai bossé 1 an et demi à l'usine et c'est dur. Je sais pas comment les gens font pour rester. Je sais pas, la vie, c'est se lever à 6h du matin, prendre l'autobus de banlieue, aller pointer, passer sa journée à l'usine, rentrer le soir. Waouh. Moi, j'ai fait qu'1 an et demi, mais c'est dur. Oui, les gens se rendent pas compte, les hommes politiques, les gens se rendent pas compte de ce que c'est. Oui, et en plus, vous mettiez régulièrement en arrêt maladie. Ah, je pouvais pas, ouais. Je pouvais pas, j'en avais assez. Alors que je me mettais. J'avais un docteur à Villeneuve-la-Garenne qui m'arrêtait souvent, gentiment, donc je devais me faire arrêter. Ah, je suis pas bien. Et, tout, hop. Et ça marchait. Ah oui. Et oui. Et au moment où j'ai failli me faire virer, je suis rentré à la RATP. Voilà. Alors justement, c'est votre père qui vous a entraîné vers la RATP. Bah, quand j'ai eu mon bac, il a écrit à SNCF, à RATP, un peu partout, pour que j'ai un travail. Et donc, un jour, la RATP avait besoin de techniciens et ils m'ont embauché. Oui, sauf que vous n'étiez pas vraiment technicien. J'étais pas vraiment technicien, non. J'ai eu mon bac F3 avec 2 en électrotechnique. Oui. Donc, c'est un bac d'électrotechnique, c'est pas beaucoup. Donc, mais arrivé à l'oral, le monsieur m'a demandé c'est un accident votre 2? Je dis ah non monsieur, je n'y connais rien. C'est pas à peine de me poser des questions, j'y connais rien. Il a été gentil, il m'a dit bon, il vous faut 12 pour avoir la moyenne, je vous mets 12. Voilà. Et j'ai eu mon bac. Voilà. Et la RATP, vous avez tenu 30 ans sans rien connaître au travail. Exactement. Au bout d'un moment, j'avais quelques petits trucs, mais l'électricité, non, à part U et galerie, je connaissais rien. C'est-à-dire que ça consistait en quoi votre travail? De réparer, d'entretenir le réseau électrique. Parce que la RATP a tout son réseau de distribution. C'est pas l'EDF, c'est la RATP qui fait son réseau de distribution. Et c'est comme si j'étais à l'EDF, mais à la RATP. Voilà. Et en même temps, vous avez... Des fois, on se retrouve sur du 225 000 volts. Il faut faire attention quand même. Vous étiez 2 de toute façon. Oui, heureusement. Heureusement. Merci à tous les collègues qui m'ont aidé. Alors, il se trouve que vous avez une impression en étant à la RATP, et cette impression, elle évoque un feuilleton qui est Starkey et Hutch. Et c'est vrai que Starkey et Hutch, ça vous a marqué. Oui, parce qu'au début, j'arrive à la RATP, c'était plein d'anciens. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? J'ai dit, comment je vais rentrer dans ce monde-là? C'est pas mon monde, je suis pas à l'aise, je n'étais pas bien du tout. Et au bout d'un moment, on était en voiture dans Paris tout le temps à 2, et je me suis dit, tiens, on est un peu comme Starsky et Hutch. On est dehors, on se balade, on est assez libre, on va voir les potes, on fait nos petits dépannages. C'était assez la liberté, et voilà. Et là, je me suis senti bien dans Paris. Ouais. Alors, il se trouve que Starkey Hutch, c'est très particulier parce que, en fait, l'idée de la série au départ, c'était la violence urbaine, mais le rire a tout sauvé et a fait une série populaire. Oui, qui m'a beaucoup marqué aussi. Alors, il se trouve que vous avez travaillé à la RATP, vous auriez pu devenir intermittent. Ouais, mais au bout d'un moment, au début, on ne savait pas que ça existait dans les années 80. Après, tout le monde a su que ça existait, mais moi, j'ai jamais voulu. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans et que ce soit mon travail. C'est pas un travail de faire ce que je fais. J'ai pas envie de dépendre des maisons de disques, des tourneurs, des radios pour vivre. Je peux continuer à m'en foutre comme ça. Voilà. Mais les maisons de disques, ça n'a jamais été votre tasse de thé. Oh non, on change à chaque disque presque. Oui.
Et vous les rencontriez, vous alliez... Oui, j'ai rien contre, mais bon, j'ai rien contre. Faut bien qu'il paye. Faut bien quelqu'un qui paye le studio. Voilà, et c'est eux. Alors, vous avez comme ça travaillé à la RATP discrètement jusqu'à votre retraite à 50 ans. Voilà. Parce qu'on prend sa retraite à 50 ans. Bah, quand on a fait les 3-8, on gagne un an tous les 5 ans. Oui. Et on peut partir à 50 ans quand on a fait 30 ans de 3-8. Donc j'en ai profité. Et vous êtes parti à 7 vous installer. Oui, au bout d'un moment, je suis parti à 7. Pourquoi? Parce que c'était mon rêve d'habiter au bord de la mer. Depuis que je suis tout petit. J'adorais la mer, ça me fait rêver, la mer. Je voulais être marin, d'ailleurs. Et après, au bord de la mer, moi, je suis breton, mais... Excusez-moi, les bretons, mais il fait quand même pas très chaud tout le temps. Et après, à côté Atlantique, il y a La Rochelle, mais c'est trop cher et trop bourgeois. Il ne reste plus que 7. Voilà. Marseille, c'est trop gros, et en tant que Parisien, c'est dur. Et après, la Côte d'Azur, c'est non. Et 7, en plus, c'est Georges Brassens. C'est Brassens, c'est une ville populaire, une ville un port de pêche, un port de plaisance, un port de mar, un port, c'est tous les ports. Il y a tous les ports. C'est votre port d'attache. C'est mon port d'attache, et voilà. Et je me sens très bien à 7. Alors, votre carrière, quand on voit dans le livre d'Didier Wampas, elle s'est construite au fil des années, presque à votre insu. Oui, parce que j'ai jamais essayé de construire une carrière. J'ai envie de faire des chansons, d'être avec des gens que j'aime bien, faire des disques, faire des concerts, c'est tout. Et je crois que le tournant de votre non-carrière, c'est le Zénith le 11 mai 2006. Parce que c'était archi plein. Ouais, mais c'est pas ce que j'ai préféré. Les grandes salles comme ça, je suis pas fan des Zéniths, moi. Je préfère les salles plus petites. Ouais. C'est pas... Je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, en vrai. Voilà. Alors, en même temps, si vous êtes au Zénith et si ça marche autant, c'est qu'il y a une chanson qui est un immense succès. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances, au moins jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances, au moins jusqu'à... Cette chanson, c'est un coup de colère contre Manu Chao. Non, c'est pas un coup de colère. Parce que je l'aimais bien. J'aime toujours Manu, je l'aime bien, mais je me moque un peu de lui. Je me moque pas que de lui, non, mais des gens... en général, qui sont contre le système et qui vendent leur disque dans les supermarchés. On n'est pas obligé. Si on est contre le système, on ne vend pas son disque au supermarché. Voilà, c'est tout. Et cette chanson était un immense succès. Bah oui. Après Ça plane pour moi, c'était le premier tube punk français. Comment vous l'expliquez? Ça s'explique pas. C'est un accident. C'est pas normal qu'une chanson comme ça passe à la radio. C'est un accident. Et c'est tout le temps. Bah oui, c'est passé dans toute la radio. Je sais pas pourquoi. Et vous avez jamais cherché à savoir pourquoi? Bah non, c'est pas la peine. Et alors, il y a un clip qui a été tourné, j'ai vu le clip à la Nouvelle Ève. Oui. Et il y a quand même Patrick Juvet dedans et beaucoup d'autres. Oui, Jacques Lang, il y a plein, il y a Dick Rivers, il y a plein de... Et comment ça se fait? Ben je sais pas. On a demandé aux gens, à plein de gens de venir, et presque tout le monde a dit oui. À part Manu Chao. Mais sinon, tout le monde a dit oui. Il y a Gilbert Montagnier, il y a Guillaume Depardieu, Bruno Solo, tout le monde est venu. Tout le monde est venu. Mais pour vous soutenir comme ça. Bah voilà, gratuitement, évidemment. Oui, bien sûr. Et la Nouvelle Ève, c'est un lieu qui a été pendant des années une sorte de sous-moulin rouge, sous Lido, où quand il y avait une première, le dîner était toujours congelé et décongelé. Et c'est devenu un lieu branché grâce à Albert qui faisait des soirées le vendredi soir où il passait les vieilles chansons des années 30, 50. Je sais pas si vous le savez. Ah non, mais c'était un super endroit en tout cas. Et pourquoi vous êtes allé là-bas tourner le clip? Ben, c'est pas moi qui ai choisi, c'est pareil. Ils m'ont cherché un endroit joli et puis voilà. Et puis il y a une autre discothèque qui vous a marqué, mais quelques années plus tôt, c'est le Palace. Ah oui. Oui. Bah, grâce à Decaune, qui faisait son émission à la télé, on payait tous les billets 20 francs. Donc moi, j'ai vu les Clash, j'ai vu les Stray Cats, j'ai vu Cure, j'ai vu les Ramones pour 20 francs. 1,50 €, quand même. C'est extraordinaire. 3 €. Il y avait une astuce, et ça, personne ne le savait. La gardienne d'immeuble de la rue Bergère du Palace vendait les billets en Voilà. gelé. On n'achetait pas ses places sur Internet, on allait voir la gardienne à l'époque. C'était extraordinaire. Oui. Et merci à Decaune, 20 francs quand même. C'était extraordinaire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est au Palace qu'en 1932, un jeune artiste totalement inconnu a décroché son premier contrat et a fait sa première scène. Et cet artiste, il vous a inspiré. Simple et tendre, on aime l'entendre, la vieille chanson du premier Charles amour. Trenet, Simple et tendre. Alors, c'est assez étonnant de vous écouter, de dire Simple et tendre, Charles Trenet m'a marqué. Oui, Trenet, le jour où j'ai découvert Trenet, mes parents ne l'écoutaient pas, donc peut-être c'est pour ça, j'ai découvert tout seul plus tard, et c'était la révélation. Pourquoi? J'ai découvert un peu la poésie grâce à lui. À l'école, on a essayé de m'apprendre la poésie, mais ça n'a pas marché. On l'a mal expliqué ou j'étais pas prêt. Et j'ai découvert vraiment la poésie avec Trenet. Pour moi, c'est le plus grand poète français du XXe siècle et ça m'a touché tout de suite. Cette simplicité,
ce côté de ne pas se prendre au sérieux déjà. Oui, ça, je peux vous Ça, dire que je ne c'est prenais pas au sérieux. ouais. Et puis, il y a La porte du garage, vous a marqué aussi. Oui, on a plein de chansons, oui. Je t'atteindrai à la porte du garage. J'en parle, c'est pour ça que dans Manu Chao, je dis une superbe auto. C'est exactement. D'ailleurs, cette chanson a une histoire. En fait, il a eu l'idée une nuit en rentrant d'un concert dans sa chambre d'hôtel. Il l'a écrite, il riait tout seul. Il riait tellement fort que les clients se sont plaints en disant il y a une fête dans la chambre de Monsieur Trenet. Et il était tout seul. Bravo Charles. Alors, il se trouve aussi que ce qu'on ne sait pas non plus, et je l'apprends dans ce livre, Didier Wampas, c'est que vous êtes fan de musique classique et d'Olivier Messiaen. Bah, oui, parce qu'au début des années 90, je me suis dit, bah, j'ai pas d'éducation musicale, je comprends rien du tout à la musique classique. Toute ma vie, c'est la musique, j'adore la musique. Et ça m'a embêté de rien comprendre à la musique classique. Donc pendant 20 ans, j'écoutais France Musique. Oui. Je lisais le diapason, j'allais à la bibliothèque et j'ai fait mon éducation musicale grâce à France Musique. Et Olivier Messiaen était quand même un grand compositeur. Un grand compositeur français, oui. L'un de ses morceaux les plus célèbres, le Quatuor pour la fin du temps, il l'a écrit lorsqu'il était prisonnier pendant la guerre mondiale. En stalag, pour justement garder le moral. Oui. Et puis il y a aussi Coluche qui vous a marqué. Oui. Ah oui, pour moi, Coluche, c'était nos Sex Pistols français. On n'avait pas de... Bah, il a beaucoup changé de choses dans la société quand même. Moi, je connais tous ses sketchs par cœur, quoi. Ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Et c'est vrai qu'au départ, Coluche, il ne voulait pas non plus, un peu comme vous, faire une carrière sur scène importante. Il voulait faire son truc dans son coin. Voilà, il voulait faire ce qu'il avait envie de faire. Et lui, ça a explosé. Ça lui a peut-être été fatal. Je sais pas. Il a peut-être mal vécu le succès d'ailleurs à un moment. Oui, il a vécu. Il a mal vécu le départ de sa femme, qui a été un autre drame. Alors, il y a aussi une chose étonnante qu'on apprend dans ce livre, c'est votre passion pour le sport et notamment pour ce coureur cycliste. Jalabert, Laurent Jalabert. Ah, j'étais un grand fan de Jalabert. J'étais fier quand il a fêté son départ en retraite. Oui. À la télé, ils ont passé ce morceau, il dansait devant. Et je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est vraiment avec super. Et c'est vraiment le cyclisme, c'est fait partie de votre vie, Didier Wampas. Le vélo ? Oui. Ah oui, depuis que je suis tout petit, je suis le Tour de France et les courses cyclistes, et j'en fais un petit peu, et j'adore les cyclistes. Et vous avez... C'est des vrais héros pour moi. C'est des vrais héros, Ouais. c'est difficile en plus. Ouais, c'est très dur. Pour moi, c'est vraiment des héros. Pantani, par exemple. Pantani, oui, vous avez fait une chanson sur Ouais. Pantani. Sur la mort de Pantani, oui. Oui, qui est mort dans une chambre d'hôtel. À Rimini, tout seul, en plein comment- hiver. C'est aussi le drame des coureurs cyclistes. Oui. Ah oui. Comme les bluesman, voilà. C'est un peu les bluesman, la même vie. Et puis il y a aussi Zotomel que vous avez rencontré. Oui, c'était mon héros quand j'étais petit. On avait tous choisi un coureur. Mon frère, je sais plus c'était qui, c'était Hino ou je sais plus. Ouais. Et moi, c'était Zoutmelk. Et vous l'avez rencontré. Oui, j'ai rencontré sur le Tour un jour. C'est Donc, j'étais extraordinaire content. ça. Ah oui, rencontrer ses idoles. Et puis il y a un autre sport qui vous a toujours fasciné, et vous en parlez dans ce livre aussi, c'est le catch. Oui, c'est avec mes enfants. J'ai découvert le catch avec mes enfants. Et je me suis mis à le suivre, voilà, et à aller voir les matchs de catch à Bercy, un peu, même en province, j'étais à Strasbourg, j'étais un peu partout. On suivait le catch. Et c'est vrai que le catch à la télévision, c'était les débuts avec Roger Coudert qui était dans la salle et qui se faisait houspiller par les catcheurs. Et l'un des plus grands célèbres catcheurs, c'était Roger Delaporte, Oui. qui a dirigé l'Élysée-Montmartre, qui est devenu ensuite un temple du rock. Ah oui, ça j'ai vu beaucoup de concerts, j'en ai fait beaucoup à l'Élysée-Montmartre, oui. Et Et je me rappelle quand la scène était au milieu au début, Oui, oui. exactement. Et aujourd'hui, maintenant, l'avenir, Didier Wampas. L'avenir ? Oui. Est-ce qu'il y a encore des chansons à venir? Ah Est-ce bah que plein. Oui, plein. J'ai envie d'écrire des bonnes chansons. J'ai l'impression d'avoir rien fait du tout encore Ah bon? de ma vie. Oui. Non. Et alors, les prochaines chansons, c'est encore des disques, c'est des concerts? Bah oui, il faut là qu'il y ait j'ai un un disque. groupe. Je fais un groupe avec ma femme et mes enfants et Oui. il y a un disque qui sort bientôt là. Un disque avec votre... Parce Ouais, que ça votre s'appelle Sugar femme... and Tigers, ma femme Oui. qui chante, mes enfants qui jouent avec moi. Et ça c'est super. On a fait 5 disques déjà. Et des concerts, et j'adore faire ça. Et on joue dans des salles plus petites, et j'aime bien aussi. Voilà. En tout cas, Et un vent passe un jour, enfin, plein de choses. non mais c'est très bien. De toute façon, déjà on vous découvre dans ce livre comme on ne vous Voilà. connaissait pas, et c'est bien que vous l'ayez fait parce que on vous découvre au-delà du côté punk. Bah finalement, oui, merci à la maison d'édition de m'avoir forcé à le faire un peu. Eh ben merci à vous d'avoir répondu à mes questions pour ce livre Punk ouvrier qui est chez Harper & Collins et qui, à mon avis, touchera un public plus large que ceux qui étaient dans les salles à vos débuts. Voilà, j'espère. Merci Didier. Merci Wampas. beaucoup, merci à vous, c'est vraiment super. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.